Touya était un loser ordinaire et sous-performant au lycée, qui faisait de son mieux pour se préparer aux examens nationaux afin de ne pas finir par travailler chez Mikedes pour le reste de sa vie. Mais pendant qu'il essayait de rester concentré et d'étudier, ses camarades de classe étaient occupés à faire les idiots et à parler d'une récente série de meurtres qui avait lieu dans la ville. Apparemment, chaque fois qu'une victime était tuée, les gens rapportaient avoir vu des pétales dans la zone, alors tout le monde commençait à penser que les pétales avaient peut-être quelque chose à voir avec le tueur en série. Mais Touya n'en avait absolument rien à faire. Quelques instants plus tard, le professeur principal entre et demande l'attention de la classe car il aimerait présenter une nouvelle élève à tout le monde. Cependant, alors qu'il appelle la nouvelle élève, elle ignore complètement le professeur et le reste de la classe juste pour s'approcher de Touya et se présenter comme Edo. Touya n'a aucune idée de pourquoi cette fille random lui accorde autant d'attention, mais il sait mieux que de s'impliquer dans des trucs de personnage principal fou, et elle ressemble à une MC de manuel, alors il lui donne une réponse à moitié sincère et retourne à ses études. La fille s'assoit à côté de Touya et ne lui adresse plus un mot pour le reste du cours. Mais après les cours, alors que Touya rentre chez lui, elle vient le chercher et saute sur la rambarde à côté de lui. Elle fait ensuite un salto arrière encore plus inutile que ce que fait Léon Kennedy, et Touya est naturellement confus car il n'a toujours aucune idée de pourquoi cet élève transféré random s'intéresse autant à lui. Mais avant même qu'il puisse finir cette pensée, Edo attrape son visage et commence à le regarder droit dans les yeux. Cela effraie Touya, alors il s'éloigne d'elle et dit qu'il doit aller à son cours de soutien maintenant avant de s'en aller. Alors qu'il part, Edo commence à parler à quelqu'un nommé Noman sur son téléphone et lui dit qu'elle avait raison à propos du regard de Touya, et cette simple phrase signifie que Touya est officiellement embarqué dans l'intrigue, donc il n'y a rien qu'il puisse y faire maintenant. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre quelque part dans la ville, un homme faux attaque une femme avec un couteau de boucher, disant qu'il va en faire un bon repas. Cette ruelle se trouve justement au coin de la rue du cours de soutien que Touya fréquente, donc l'intrigue ne s'annonce déjà pas bien pour lui. Touya est actuellement assis sur un banc devant son cours de soutien, regardant ses relevés de notes de son dernier examen blanc, et pour être honnête, ce n'est pas mauvais. Il a une moyenne de 70%, mais c'est loin d'être suffisant pour le mener quelque part dans le système scolaire asiatique. Il jette ses relevés de notes par frustration et reste assis là à souhaiter avoir une sorte de talent, littéralement n'importe quoi, si cela pouvait signifier qu'il n'aura pas à rester un vaurien inutile pour le reste de sa vie. Mais aussi fort qu'il souhaite un talent, il sait qu'il ne tombe pas du ciel, donc il n'obtiendra rien en le souhaitant simplement. Au même moment, près de cette ruelle, 2 officiers de police ont été appelés pour enquêter car quelques personnes ont signalé avoir entendu les cris d'une femme provenant de cette zone, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Juste à ce moment-là, ils remarquent un homme accroupi dans le coin, et ils supposent qu'il doit être vraiment ivre, alors l'un des officiers s'approche de lui pour vérifier s'il va bien. Mais horreur pour l'officier, il réalise bientôt que ce type est en train de manger les restes humains de la femme de tout à l'heure, et il a l'air très fier de lui. L'officier peut immédiatement dire que ce mec n'a pas toute sa tête, alors il sort son arme, pleinement préparé à le cribler de balles s'il fait un mouvement brusque. Quelques instants plus tard, Touya rentre chez lui quand il passe devant cette même ruelle, et la première chose qu'il voit sont les corps maintenant décapités de ces 2 officiers, tandis que le fou est là debout à rire comme un boss. Effectivement, Touya a officiellement été entraîné dans l'intrigue. Juste à ce moment-là, Edo apparaît de nulle part, et voyant l'expression sur le visage de Touya, elle lui demande s'il se sent jaloux en ce moment. Elle dit que lorsque la plupart des gens sont témoins du talent de quelqu'un d'autre, ils ressentent l'une de 3 émotions, la crainte, la peur ou l'envie, et elle suppose que quelqu'un comme Touya, qui a été si désespéré d'acquérir un talent, doit se sentir assez jaloux en ce moment. Touya a encore du mal à comprendre toute la situation et le fait que Edo savait d'une manière ou d'une autre qu'il allait être ici. Mais juste à ce moment-là, l'homme remarque Touya et Edo semble avoir un peu d'histoire avec lui. Il dit que c'est grâce à Edo s'il a pu éveiller son talent et qu'il lui en est vraiment reconnaissant, mais c'est la preuve de son sens tordu de la gratitude. Il dit qu'il va lui faire l'honneur d'en faire son prochain repas. Il se jette alors sur Edo et Touya, mais même s'il les regardait droit, Edo parvient quand même à attraper Touya et à se cacher derrière un pilier, tout cela avant même que le couteau de l'homme ne touche le sol. Apparemment, cette petite manœuvre était grâce aux prédictions computationnelles de Noman, mais Noman rappelle à Edo qu'elle doit s'en occuper dès que possible. Alors Edo tend son téléphone à Touya et lui demande ce qu'il ferait s'il existait un objet qui permettrait d'obtenir instantanément les talents de ses vies antérieures. Cela ressemble à un rêve devenu réalité pour quelqu'un comme Touya, mais il y a un hic, l'objet est cette lame, et pour obtenir le talent, vous devez jouer le rôle d'un adolescent émotif dépressif, donc ce n'est pas vraiment idéal. Alors que l'homme les localise enfin tous les 2, Edo se tranche soudainement le cou, activant ainsi son talent de vie antérieure en tant que Kunwashi. Pendant qu'elle fait cela, Touya remarque des pétales de fleurs se déverser d'elle, mais avant même qu'il puisse poser une question à ce sujet, l'homme l'attaque, donc Edo est forcé de se défendre avec ses épées. Pendant le combat, Noman parle à Touya via le téléphone et lui explique que grâce à la branche de la réincarnation, on peut récupérer les talents de ses vies antérieures,
et ceux qui ont accompli la réincarnation sont appelés les revenants. En tant que revenants, l'homme et Edo sont capables d'accomplir des prouesses surhumaines, ce qui est déjà assez évident. Mais Tuya ne sait toujours pas ce qu'il en est des pétales, alors Noman continue son explication. Elle dit que les pétales sont la preuve que quelqu'un a récupéré un talent de sa vie antérieure. Même les génies les plus exceptionnels finissent par mourir, et quand cela arrive, ils reçoivent une toute nouvelle vie. Mais grâce à la réincarnation, il leur est possible d'accéder à leurs compétences passées. Cependant, ce n'est pas parce que quelqu'un était talentueux dans sa vie antérieure qu'il était une bonne personne, ce qui explique comment on se retrouve avec des gens comme l'homme. Les bons comme les mauvais sont capables d'éveiller leur talent de vie antérieure, mais il y a aussi une chance que vous ayez été un vaurien sans talent dans votre dernière vie, auquel cas tenter la réincarnation vous tuera simplement. Cela signifie essentiellement que si Tuya essaie d'utiliser ce truc, il y a de bonnes chances qu'il meure réellement. Alors Noman lui demande s'il est toujours aussi désespéré d'éveiller un talent. Elle suppose que Tuya aurait peur et refuserait, mais il s'avère qu'elle a sévèrement sous-estimé à quel point il peut être fou. Pendant ce temps, Edo combat toujours l'homme, et il dit qu'il est déçu car, pour quelqu'un censé avoir le talent d'un épéiste légendaire, ses compétences ont été très peu impressionnantes. Edo prend cette déclaration comme une insulte, alors elle décide de sortir l'une de ses attaques ultimes, le coupure de cadavre aux 8 teintes. Au début, on dirait que l'homme s'y attend puisqu'il parvient à bloquer l'une des attaques de Edo, mais il oublie les 7 autres. Alors un instant plus tard, il est coupé en morceaux, et la seule chose qui reste de lui sont ses pétales, qui se dispersent ensuite au vent. Une fois que Edo a confirmé que l'homme est à terre, elle retourne chercher sa lame, mais elle remarque alors que Tuya a disparu. Elle demande à Noman où il est allé, alors Noman explique qu'il a pris l'une des lames de réincarnation et s'est enfui. Edo a l'air soulagée car elle craignait que Tuya n'ait pas le cran de le faire, mais c'est exactement le résultat qu'elle espérait. Dans la chambre de Tuya, nous le voyons trempé de sang après s'être tranché le cou. Alors qu'il s'évanouit, il fait un rêve vague à propos d'un mystérieux homme aux cheveux blancs. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, c'est déjà le matin, et Edo est assise dans sa chambre avec lui. Il lui demande ce qu'elle fait ici, mais ensuite il voit sa main couverte de sang séché, et c'est là que Edo lui dit qu'il est devenu avec succès un revenant. Il a cependant beaucoup gémi et grogné dans son sommeil, alors elle lui demande ce que c'était que ça. Un peu plus tard, Edo et Tuya sont assis sur un banc dans un parc, et Tuya explique qu'il avait un frère aîné qui était bon en tout. Tout le monde s'agglutinait autour de lui parce que c'était un prodige avec un avenir brillant, tandis que Tuya était négligé parce qu'il était douloureusement et totalement moyen. Tout ce qu'il faisait était comparé aux performances exceptionnelles de Seiya, et parce que Tuya n'avait pas gagné de médaille d'or dans une course à pied à 6 ans, son père l'a traité de déception. Depuis lors, Tuya a été désespéré d'être à la hauteur du standard que Seiya avait établi. Mais pour tous les talents que Seiya avait, il a fondamentalement fait un sur son statut de santé, donc il est finalement tombé malade et est mort. Les parents de Tuya l'ont blâmé pour la mort de Seiya pour une raison quelconque, ce qui a abouti à ce qu'il soit expulsé de la maison. Il a donc essayé de se venger d'eux en acquérant son propre talent pour leur prouver qu'ils avaient tort. Edo comprend maintenant pourquoi Tuya était si désespéré d'obtenir un talent, mais désespéré est un euphémisme, car Tuya a littéralement essayé toutes les compétences possibles et il n'a jamais été bon à rien. Edo dit qu'elle comprend ce que Tuya ressent parce que, d'une certaine manière, elle est comme lui. Tuya est un peu confus par cette déclaration, alors il s'apprête à lui demander ce qu'elle veut dire par là, mais avant qu'il ne le puisse, elle reçoit soudainement un message de Noman lui demandant de venir. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans la chambre de Noman, et rien qu'en regardant l'endroit, on peut dire que Noman n'a jamais touché d'herbe de sa vie, principalement parce qu'elle ne peut pas marcher. Tuya reconnaît sa voix comme celle du téléphone hier, et Edo demande à Noman où sont tous les autres car c'est terriblement vide ici. Noman explique que tous les autres sont actuellement en mission pour vaincre les revenants maléfiques. Après tout, c'est leur mission principale ici à la forêt des Grands. Elle explique que puisque les revenants maléfiques sont susceptibles d'apparaître de temps en temps, il est de leur devoir de les éliminer dès que possible avant qu'ils ne causent du tort au public, comme l'homme hier, et elle s'attend à ce que Tuya se joigne au combat. Tuya semble très coopératif pour quelqu'un à qui l'on vient de dire qu'il doit tuer d'autres personnes. Pour sa première mission officielle, il sera accompagné de Edo pour abattre un revenant maléfique nommé Vlad. Cependant, Noman dit qu'elle ne veut pas qu'il le tue tout de suite. Cette partie est un peu déroutante pour Edo car tuer les revenants maléfiques est son travail, mais Noman dit qu'elle veut rassembler des informations sur le talent de Vlad, donc ils doivent juste l'occuper pendant 10 minutes, et après cela, ils pourront le tuer. Elle mentionne également que la mission sera en attente jusqu'à dans 2 jours car ils doivent encore tester le pouvoir de revenant de Tuya. Plus tard dans la nuit, Tuya sort à la recherche d'une opportunité d'utiliser son pouvoir. À un moment donné, alors qu'il descend la rue, il aperçoit un cambrioleur qui vient de voler le sac d'une fille, et elle est en train de courir après le voleur, donc Tuya décide que c'est l'occasion parfaite. Ironiquement, le talent de Tuya s'appelle le bras droit du voleur, et comme prévu, c'est un talent de vol, alors que le cambrioleur le dépasse.
Tuya parvient à plonger sa main dans le sac de la fille et à récupérer toutes ses affaires pour elle. Le voleur s'enfuit alors, complètement ignorant du fait que le sac est maintenant vide. Lorsque la fille atteint Tuya, elle se met à lui crier dessus pour ne pas avoir arrêté le voleur quand il en avait l'occasion, mais ensuite Tuya lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a sorti toutes ses affaires du sac. La fille est d'abord reconnaissante pour son aide, mais ensuite elle se souvient que c'était un sac Birkin qui a été volé, et le sac lui-même vaut bien plus que ses affaires, alors elle continue de courir après le voleur. Le pouvoir de Tuya a une portée effective de 70 cm, ce qui est un énorme handicap car il n'a aucune capacité de combat évidente à proprement parler. Mais si Tuya parvient d'une manière ou d'une autre à être à portée pour activer son talent, il est capable de briser les lois de la physique pour voler tout ce qu'il peut attraper, indépendamment des obstacles physiques. Et son efficacité ne se limite pas non plus aux objets, car dans ce bref instant, Tuya est également capable de voler le sang dans les veines du voleur, donc il est actuellement effondré sur le sol. À tous égards, c'est un pouvoir qui semble maléfique, mais tant que Tuya ne l'utilise pas à de mauvaises fins, alors il n'y a pas de problème. Cela dit, ce type n'était pas un revenant, c'était juste un voleur ordinaire, donc une peine de mort pour avoir volé un sac à main semble un peu trop extrême. 2 jours plus tard, c'est l'heure de la mission pour éliminer Vlad, donc Edo et Tuya partent dans la forêt pour le combattre. Tuya doit rester à distance pendant que Edo mène la charge car il n'a pas beaucoup d'expérience au combat. L'objectif initial ici est juste d'occuper Vlad pendant 10 minutes pour que Noman puisse rassembler des informations sur lui. Mais le talent de Vlad lui permet de créer d'innombrables pointes acérées depuis le sol, ce qui rend difficile pour Edo de rester en sécurité tout en le combattant, donc elle finit par se faire poignarder à l'épaule par Vlad. Edo est hors de combat ici, donc même si les 10 minutes sont presque écoulées, Noman abandonne l'idée de rassembler des informations sur Vlad et dit à Tuya de sortir de là avant de se faire tuer aussi. Mais Tuya ne se sent pas à l'aise de laisser Edo mourir dans une telle situation. Vlad s'apprête à achever Edo quand, soudainement, un bras traverse sa poitrine, ce qui le prend au dépourvu car il est censé y avoir un mur de pierre derrière lui. Il s'avère que Tuya a utilisé le mur de pierre comme couverture pour atteindre l'intérieur du corps de Vlad. Vlad suppose qu'il avait l'intention de lui voler son cœur, mais parce qu'il n'est pas encore habitué à son pouvoir, il rate sa cible et finit par ne rien voler. Vlad se moque de Tuya pour avoir échoué à une occasion de victoire aussi claire, et étant donné les circonstances, il n'y a aucun moyen que Vlad perde contre lui maintenant qu'il sait quel est son pouvoir, donc Tuya et Edo sont à peu près condamnés. Cependant, juste à ce moment-là, une aura sombre remplit l'air, et une voix forte ordonne à Vlad de se retirer immédiatement. Vlad essaie de dire à son patron qu'il était sur le point d'achever ses gamins, mais son patron se fait très clair, Vlad doit se retirer immédiatement, alors il s'enfuit à contre-cœur, laissant Edo et Tuya en vie. Plus tard, Tuya se tient seul près d'un pont quand soudainement il est acculé par Vlad. Vlad exige qu'il rende ce qu'il lui a volé ce jour-là. Au début, Tuya essaie de faire l'idiot et de faire comme s'il ne savait pas de quoi Vlad parlait, mais Vlad dit qu'il sait que Tuya a dû voler son talent. Quand Tuya a attaqué Vlad, sa cible était le talent de Vlad depuis le début. Et le fait que Vlad soit venu ici seul pour essayer de le récupérer signifie qu'il n'a dû en parler à personne, ce qui est parfait pour Tuya car il veut garder secret son pouvoir de voler les talents. Pour s'assurer que cela reste secret, il active son pouvoir volé et empale Vlad avec ses propres pointes. Tuya n'est pas un héros, et il n'a aucun intérêt à protéger l'humanité. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acquérir autant de talents que possible, bon ou mauvais, afin de devenir la personne la plus talentueuse de la planète, et il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Le lendemain matin, Noman appelle pour réveiller Eto, et elle est un peu confuse parce que, d'après ce qu'elle peut voir, on dirait que Tuya a passé toute la nuit à étudier, et elle ne pensait pas qu'il était le genre de personne à continuer à fournir des efforts inutiles alors qu'il a déjà éveillé un talent. Tuya ignore la déclaration de Noman et lui demande quel est le programme pour aujourd'hui, alors Noman l'informe qu'il va traquer un réincarnateur maléfique, mais avant cela, il y a une étape qu'elle aimerait qu'il fasse d'abord. Noman donne à Tuya les indications pour se rendre chez Eto car elle ne répond pas à son téléphone, et après être entrée, Tuya la trouve à moitié endormie et à moitié habillée au milieu de son dojo. Noman se met à crier après Eto pour sa paresse, mais Eto dit qu'elle a seulement fait la grasse matinée parce qu'elle a passé toute la nuit à entraîner ses compétences à l'épée. Une fois de plus, Noman ne comprend pas pourquoi quelqu'un s'embêterait à s'entraîner alors que les compétences qu'il possède déjà dépassent de loin tout ce qu'ils pourraient accomplir par leurs propres efforts, mais quoi qu'il en soit, Eto aime toujours s'entraîner quand elle le peut. Quoi qu'il en soit, la cible d'aujourd'hui est un clown voyou nommé Hisoka, qui cible les jeunes enfants et les attire dans la forêt pour en faire ses victimes. Peu de temps après, ils entrent sur le territoire du clown tueur, et il les attaque à vue parce qu'il s'attendait à ce qu'il se présente. Eto active immédiatement ses pouvoirs, et Hisoka suppose que ce sera facile puisqu'il n'a qu'à garder ses distances et utiliser son haine, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Eto a déjà tranché son corps en deux, donc la mission est déjà terminée. C'est techniquement un succès,
mais Noman est furieuse que Eto ait éliminé le clown si facilement alors que cela devait être une occasion de laisser Touya acquérir une vraie expérience de combat. Elle s'excuse d'avoir agi si vite, mais elle pensait simplement que le clown avait l'air d'une cible facile, donc elle n'a pas pu s'en empêcher. Cependant, il semble que Eto et Touya n'étaient pas les seuls à rechercher le clown, car il y avait toute une équipe d'intervention qui le suivait, et maintenant qu'ils ont vu Eto abattre le clown si facilement, ils décident de la suivre également pour découvrir le secret de ses répandeurs de pédales. Plus tard dans la nuit, Eto traque un autre réincarnateur maléfique, mais soudain, un tas de pommes tombe devant Gen, et une seconde plus tard, il est plaqué au sol par une force énorme. Gen lutte beaucoup, mais il finit par parvenir à se glisser hors du champ de gravité pour continuer à s'enfuir, et le réincarnateur Newton est très impressionné qu'il ait réussi à surmonter autant de gravité par lui-même. Comme le gars est de nouveau en fuite, c'est au réincarnateur Einstein de l'arrêter, alors elle utilise la théorie de la mécanique quantique pour se téléporter juste à côté de Gen, puis téléporter son bras hors de son corps. Une fois Einstein de retour, Newton la félicite pour son bon travail mais lui demande pourquoi elle n'a pas simplement téléporté la tête du gars pour finir rapidement. Cependant, elle dit que tuer les cibles est le travail du soldat, donc elle ne voulait pas lui voler la vedette. Juste à ce moment-là, un pistolet est pressé contre l'arrière de la tête de Gen et on lui ordonne de se rendre, mais à cet instant, il utilise son autre main pour saisir une paire de ciseaux et lacère les deux yeux et le cou du soldat. Gen est sûr que cela aurait dû suffire à tuer le soldat, mais un instant plus tard, il reçoit une balle dans la poitrine car le soldat n'est pas un homme ordinaire. C'est le soldat mort-vivant réincarnateur, donc il ne peut littéralement pas mourir, et ce n'est pas tout. Ils ont aussi le docteur Ratia, le réplicateur, et il a complètement entouré la ruelle de ses clones, donc, il n'y a nulle part où aller pour Gen, et quelques instants plus tard, Gen est exécuté. Après la mission terminée, ils retournent tous à la base, où Noman les félicite pour leur bon travail. Ils remettent la branche qu'ils ont récupérée de Gen, puis Nightingale s'approche pour demander si quelqu'un a été blessé au combat, car elle est l'ange de la guérison. Funasaka aurait besoin d'un peu de récupération car il lui manque encore quelques parties du corps, alors Nightingale l'enlace et se met à lui lécher la joue pour commencer le processus de guérison. Elle lui murmure également à l'oreille qu'elle aimerait qu'il prenne mieux soin de son corps parce qu'elle déteste le voir blessé, et elle semble vraiment apprécier son moment avec Funasaka, alors les autres les laissent tranquilles. Quant à Touya, pendant que les autres étaient en mission, il était occupé à démêler les fils emmêlés de l'installation de Noman, et Eto est surprise qu'il soit prêt à faire ce genre de corvée alors qu'il a enfin le talent qu'il désirait tant, mais Touya dit qu'il aime justement faire ce genre de petites tâches, et Noman est reconnaissante de son aide car elle n'a pu obtenir l'aide de personne d'autre. Newton a beaucoup entendu parler de Touya par Noman, donc il est excité de le rencontrer enfin, et normalement il ferait une présentation formelle, mais tout le monde fait déjà ses propres affaires, et Nightingale embrasse toujours Funasaka, donc ils devront reporter les présentations pour l'instant. Plus tard dans la nuit, Touya et Eto rentrent ensemble chez eux, mais juste à ce moment-là, Touya remarque que les lumières de son appartement sont allumées, ce qui est étrange puisqu'il vit seul, alors lui et Eto montent prudemment pour comprendre ce qui se passe. Une fois à l'intérieur, Touya trouve un vieil ami à lui, Itsuki, assis dans sa chambre. Itsuki commence à dire que Touya a exactement la même apparence même si cela fait des siècles qu'ils ne se sont pas vus, et voyant qu'Itsuki est un ami de Touya, Eto décide de se présenter. Touya mentionne que malgré son apparence, Itsuki est en fait exceptionnel en arts martiaux, au point qu'il a été salué comme un enfant prodige aux côtés du frère de Touya, et il est actuellement le chef d'une unité de force spéciale dans l'armée. Ce n'est pas un méchant, mais Touya le trouve vraiment agaçant car il saisit toutes les occasions pour se vanter de ses réalisations. Après s'être installé, Touya demande à Itsuki ce qu'il fait ici, alors il explique qu'il a entendu dire que Touya avait beaucoup séché les cours récemment, donc il était inquiet qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais il semble qu'il se soit inquiété pour rien car il suppose que Touya a juste été occupé avec sa nouvelle petite amie. Honnêtement, il ne pensait pas que Touya avait ça en lui pour décrocher une si jolie petite amie, et même si Touya essaie d'expliquer qu'il a tout faux, Itsuki pense qu'il est juste gêné, alors il lui dit qu'il n'a pas besoin de lui cacher ce genre de choses car ils se connaissent depuis si longtemps. En entendant cela, Eto devient curieuse, alors elle demande depuis combien de temps ils se connaissent, et Itsuki sort une photo de plusieurs années pour lui montrer. La photo représentait Itsuki, Touya et Seiya, et comme ils passaient beaucoup de temps ensemble à l'époque, Itsuki considère désormais Touya comme son propre petit frère. Il a toujours pensé que Touya et Seiya formaient un couple adorable parce que Touya faisait toujours tout son possible pour rattraper Seiya, et Seiya ralentissait souvent un peu pour ne pas laisser Touya derrière. Il se demande comment réagirait Seiya s'il était là pour voir que son petit frère a une petite amie. Cependant, maintenant qu'il y pense, Seiya n'a jamais vraiment prêté attention à ce genre de petits détails, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais plutôt parce qu'il n'en avait jamais le temps, car il était tellement occupé. C'est ce qu'on appelle la malédiction des talents, mais Touya ne comprendrait probablement pas de quoi il parle. Quoi qu'il en soit,
il ne veut pas prendre plus de temps de qualité de Tuya avec sa petite amie, alors il dit qu'il part maintenant, mais Tuya ne supporte pas qu'Itsuki pense toujours qu'il n'a pas de talent, alors il l'arrête et annonce qu'il a enfin un talent à lui. Tuya active alors ses pouvoirs, et plutôt que d'être choqué, Itsuki a l'air furieux parce qu'il savait déjà ce qu'étaient les réincarnateurs et comment ils fonctionnaient, et il est déçu d'apprendre que Tuya est vraiment l'un de ces perdants qui comptent sur un pouvoir qu'ils n'ont pas mérité. Eto est offensé et crie à Itsuki de retirer ses paroles tout en le menaçant avec son épée, car elle dit qu'il ne comprendrait jamais ce que les gens comme elle et Tuya ont dû traverser avant d'obtenir ses pouvoirs. Cependant, Itsuki dit que cela ressemble juste aux excuses d'un perdant inutile. Entendre Itsuki l'appeler inutile fait sortir Eto de ses gonds, alors elle tente de le trancher, mais les talents d'arts martiaux d'Itsuki ne sont pas une blague, donc il évite facilement son attaque et lui fait perdre l'équilibre avant de la plaquer au sol. Il lui dit qu'elle a de la chance d'être la petite amie de Tuya, car sinon il n'aurait pas pris autant de précautions après un tel geste, et Tuya ne peut même pas être contrarié par ce qui s'est passé car Eto a bien essayé de tuer Itsuki. Alors qu'Itsuki part, Tuya admet qu'utiliser le pouvoir du réincarnateur était effectivement un raccourci facile, mais il prévoit d'utiliser ce pouvoir pour acquérir ses propres talents afin de pouvoir un jour surpasser Seiya, et en entendant cela, Itsuki part sans dire grand-chose. Dehors, au coin de la rue, un groupe d'unités de force spéciale était en embuscade car la véritable raison de la visite d'Itsuki aujourd'hui était de confirmer si Tuya était vraiment l'un des réincarnateurs, mais même si Tuya l'avait confirmé, il dit toujours à l'unité de battre en retraite car il ne veut pas faire de mal à son ami. Le docteur Yoshiki est déçu d'apprendre qu'Itsuki n'a pas l'intention de capturer ces deux-là car il espérait vraiment obtenir de nouveaux échantillons des pédales de réincarnateur, mais Itsuki dit à Yoshiki qu'il a déjà plus qu'assez d'échantillons, donc personne n'est autorisé à intervenir ici. Pendant ce temps, de retour dans la chambre de Tuya, Eto boude dans le coin car non seulement elle a perdu son calme, mais elle s'est aussi fait complètement maltraiter même avec son talent activé. Voyant Eto si déprimée, Tuya comprend enfin ce qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle lui ressemblait vraiment. Elle explique qu'avant d'obtenir son talent, elle était une fille ordinaire et inutile, tellement inutile, en fait, qu'elle a été abandonnée à la naissance. Elle a grandi dans un orphelinat, et les enfants qui vivent dans les orphelinats sont assez méchants, donc elle était constamment victime d'intimidation, surtout parce que ses cheveux étaient d'une couleur différente. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit, et le personnel s'en fichait assez pour ne rien faire, alors ils faisaient tous semblant de ne rien remarquer. Cependant, un jour, elle a été recueillie par un homme gentil qui l'a emmenée dans son dojo et a promis de l'entraîner. Eto était heureuse d'avoir enfin une place à elle, mais comme la famille était fondée sur des règles et traditions anciennes, beaucoup étaient contre le fait que le maître la prenne chez lui, mais il n'a pas tenu compte de leurs objections et a accueilli Eto quand même. Il lui a donné tout l'amour et l'attention qu'elle pouvait demander, et Eto voulait lui rendre l'appareil en travaillant dur pour maîtriser l'épée, mais peu importe combien elle s'entraînait, elle ne pouvait jamais progresser car elle n'avait aucun talent pour l'épée. Elle voulait désespérément acquérir du talent pour rendre son père fier, alors qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle une branche de réincarnation pouvait lui permettre d'éveiller un talent. Elle a cherché partout jusqu'à en trouver une et éveiller les compétences à l'épée de Musashi, mais dans son excitation de montrer son talent à son père, elle est allée trop loin et a failli le tuer. Il a survécu, mais il est resté paralysé et incapable de tenir une épée à nouveau, donc le dojo a été fermé et la famille l'a chassé pour ce qu'elle avait fait. Elle ne veut pas que les choses se terminent ainsi, alors elle prévoit de réparer les choses en devenant une réincarnatrice complète et en rouvrant le dojo pour son père, mais c'est la première fois que Tuya entend parler d'un réincarnateur complet, donc il ne sait pas de quoi elle parle. Pendant ce temps, Itsuki et Yoshiki retournent à la base en voiture, et Itsuki aimerait vraiment avoir pu éviter ces retrouvailles car il ne voulait pas dire tous à là-bas, mais il est vraiment déçu que Tuya ait fini ainsi, et ce qui rend les choses pires, c'est que tout cela est exactement ce dont parlait la prophétie qu'ils ont reçue, donc les choses ne feront qu'empirer à partir de maintenant. De retour chez Tuya, il demande ce qu'est censé être un réincarnateur complet, et Noman intervient pour expliquer que tout le monde à l'Arbre des Grands est un réincarnateur complet sauf Tuya et Eto. La principale différence est que tandis que Eto et Tuya ont une limite de temps d'utilisation de leurs capacités, les autres réincarnateurs complets n'ont aucun temps de recharge et sont toujours sous leur forme talentueuse. Cet état peut être atteint en utilisant vos talents de plus en plus au combat jusqu'à ce que vous ne reveniez tout simplement pas à la normale, et bien que cela semble douteux, c'est exactement ce que Eto vise. Car la seule façon pour elle de pouvoir faire face à son père à nouveau serait de revenir en tant que Musashi Miyamoto. Plus tard dans la nuit, Tuya appelle Eto dehors à l'école car il a quelque chose à lui montrer. D'abord, il lui fait éteindre son téléphone pour que Noman ne puisse pas écouter, et une fois qu'il est sûr que c'est sûr, il révèle que son talent lui permet de voler les talents des autres. Eto dit à Tuya qu'elle est impressionnée car son talent est vraiment utile, mais Tuya lui demande si elle est sûre de vouloir célébrer cela, car dans sa quête de talent, il n'hésiterait sans doute pas à cibler ses amis si nécessaire. Cependant, quelque chose comme ça ne dérange pas Eto, car elle ferait exactement la même chose si elle était à la place de Tuya. Elle encourage Tuya à faire de son mieux,
Mais elle est aussi un peu agacée, alors elle pousse Tuya contre le mur et lui demande pourquoi il n'a pas encore essayé de voler son talent. Elle sait que la relation ne l'empêcherait pas de le faire s'il le voulait, donc cela doit signifier qu'il pense que son talent ne vaut pas la peine d'être volé, et elle a tout à fait raison. Elle ne nie pas que son talent n'est pas génial pour l'instant, mais elle jure qu'elle va l'entraîner jusqu'à ce que Tuya soit obligé de reconnaître que c'est un grand talent et essaie de le lui voler. Tuya comprend ce qu'elle essaie de dire, alors il promet d'accumuler une collection de talents dignes de rivaliser avec le sien à l'avenir, alors que tous les deux ont désormais formé un lien en tant que rivaux. Une fois que Yoshiki et Itsuki seront de retour, ils confronteront immédiatement le voyant qu'ils ont capturé. Car même si Itsuki déteste l'admettre, tout ce que le voyant a prophétisé s'est réalisé. Jusqu'au moment où Tuya a révélé ses pouvoirs à Itsuki en utilisant l'une de ses lames. Yoshiki a tenté d'analyser la lame pour voir de quoi elle est faite, mais jusqu'à présent, ils n'ont réussi à rien trouver, c'est pourquoi ils prévoient d'obtenir les réponses qu'ils veulent du voyant d'une manière ou d'une autre. Le voyant trouve la menace de torture amusante. Bien qu'il soit une unité d'opération noire spécialisée, en particulier Itsuki qui possède un talent à la hauteur des grands de l'histoire, ils ne font toujours pas le poids face à ce qui va arriver. Après tout, ils ne sont que des humains liés par les lois de la physique, contrairement aux réincarnateurs. Il a choisi de se laisser capturer par eux en premier lieu, donc il ne pourrait pas le retenir contre sa volonté, même s'il le voulait, mais il accepte de leur donner quelques informations. Premièrement, il leur dit qu'il va se lever et sortir de cette pièce complètement indemne. Et deuxièmement, que son roi va ramener les fléaux d'antan. En disant cela, les chaînes liant ses mains se brisent et tous les soldats commencent immédiatement à tirer pour tenter de le maîtriser, mais après que la poussière soit retombée, il est toujours parfaitement indemne. Itsuki se jette alors en avant et tranche net le bras du voyant, se moquant de lui pour avoir prétendu qu'il pourrait sortir d'ici indemne, mais à sa grande surprise, le voyant a toujours son bras attaché à son corps comme si rien ne s'était passé, donc il était vraiment indemne. Le voyant s'éloigne alors tranquillement, mais cette fois, Itsuki dit à ses hommes de le laisser tranquille car il est clair qu'aucun d'eux ne pourra l'arrêter sans faire de victime. Le voyant dit que c'était un geste intelligent car il a à peu près sauvé la vie de ses hommes, mais avant qu'ils ne partent, Itsuki lui demande de répondre au moins à une question. Il veut savoir si, lorsque le voyant a mentionné un roi, il faisait référence au chef d'une sorte d'alliance de revenants. Cependant, le voyant lui dit que ce n'est rien de tel. Il y a certains revenants qui ont formé une sorte d'alliance comme le groupe de l'Arbre des Grands, mais dans son cas, il est simplement un humble serviteur du roi des revenants. Pendant ce temps, retour à l'Arbre des Grands, Newton raconte à tout le monde comment il a failli être attaqué par un second revenant alors qu'il effectuait une extermination. Noamant lui demande s'il peut lui donner des détails sur le pouvoir du revenant ou ce qu'il pouvait faire, mais Newton ne sait pas vraiment comment l'expliquer. La meilleure façon qu'il a de le décrire est que c'était comme une sorte de brouillard noir, et en entendant cela, Eto et Tuya réalisent que ça doit être le même gars qui est intervenu dans leur combat contre Vlad. Noamant et Einstein semblent particulièrement troublés quand elle réalise qui c'est, et quelques instants plus tard, alors que Newton s'apprête à demander ce qui ne va pas, l'homme lui-même apparaît sur tous les écrans de la base. Il salue joyeusement tout le monde présent et mentionne comme il est merveilleux qu'ils aient gagné de nouveaux amis, mais il va devoir détruire ce petit rassemblement. Leur devise est que ceux qui ont du talent sont obligés de l'utiliser pour le bien du monde et que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette règle doivent être éliminés, mais le roi pense que c'est une règle idiote car le talent devrait être une chose de liberté que l'on peut utiliser comme on le souhaite. C'est pourquoi il va se débarrasser d'eux afin de pouvoir avancer avec son plan. Après cela, le roi disparaît et Newton est vraiment perplexe car il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il demande à Noamant qui était ce type, mais elle est trop préoccupée pour lui répondre. Car ce qui vient de se passer prouve que le roi est vraiment le cerveau derrière toute l'activité maléfique des revenants qui a eu lieu récemment. Einstein est particulièrement contrarié car elle n'arrive pas à croire que le roi ait survécu, mais il n'y a plus moyen de le nier maintenant. Noamant explique à tout le monde que le revenant qu'ils viennent de rencontrer était le roi tyran Xiangyu et qu'il possède le talent de combat le plus puissant qui soit. En plus de cela, il est aussi l'un des membres fondateurs de la Forêt des Grands. Les autres n'avaient jamais été informés de cela auparavant, mais la Forêt des Grands n'a pas toujours été aussi grande qu'elle l'est maintenant. Elle ne comptait autrefois que 5 membres, donc Xiangyu, et ils avaient un leader qui croyait que les talents devaient être utilisés pour l'amélioration du monde, c'est pourquoi la mission de la Forêt des Grands s'est centrée sur l'aide à l'humanité. Cependant, Xiangyu était un roi qui prospérait dans la tyrannie, et il ne supportait pas l'ennui d'aider les gens, alors il a trahi le groupe et tué leur leader. C'est cet acte de trahison qui a conduit Noamant à croire qu'il est impossible de coexister avec des revenants qui possèdent des talents maléfiques puisqu'ils aspirent intrinsèquement à la destruction. Par conséquent, ils doivent être détruits pour le bien de l'humanité. Einstein bouillonne de rage parce qu'elle pensait avoir tué Xiangyu la dernière fois, et elle jure qu'elle l'achèvera pour de bon la prochaine fois qu'elle le verra, mais Newton lui dit de se calmer car c'est une mauvaise idée. Cependant, Einstein n'est pas d'humeur à être calmé, alors elle lui donne un coup de poing au visage et lui dit de se taire car il ne pourrait jamais la comprendre.
Newton déteste vraiment le fait qu'Einstein passe directement au coup de poing quand elle est en colère, mais il lui dit qu'il ne dit pas qu'elle devrait simplement laisser Xiangyu s'en aller. Il veut juste dire qu'elle ne devrait pas y aller seule parce qu'ils ont une équipe de revenants puissants qui sont tous prêts à l'aider. Noamant dit aussi qu'elle pense qu'ils peuvent gagner tant qu'ils travaillent tous ensemble, donc ils organiseront une bataille générale pour éliminer Xiangyu et, espérons-le, anéantir les revenants maléfiques une fois pour toutes. Ils sont sur le point de partir, mais avant qu'ils ne partent, Noamant appelle Phonosaka et lui donne un message secret. Une semaine plus tard, Noamant parvient à localiser la base de Xiangyu, et toute l'équipe est prête à lancer une attaque surprise. Juste à ce moment, le revenant Jules César court vers Eto, et il semble vraiment attaché à elle, mais Eto ne veut rien avoir à faire avec lui, alors elle continue d'esquiver ses avances. César continue d'essayer d'attirer son attention. Cependant, alors qu'il est encore au milieu d'une phrase de drague, Eto est soudainement attaqué, alors elle dégaine ses épées et se retrouve dans une impasse avec l'épéiste, Jubei. Jubei et Eto sont en réalité très bonnes amies, donc ce petit duel est juste une façon de prendre des nouvelles et de tester leurs compétences l'une contre l'autre pour s'assurer qu'elles n'ont pas perdu la main. Jubei va ensuite voir Touya pour se présenter à lui, et César fait de même, mais Touya ne s'intéresse pas du tout à lui, alors il se détourne pour parler à Noamant et Newton. Il leur demande pourquoi il y a autant de visages inconnus ici, alors Newton explique que la forêt des grands a de nombreux membres dans le monde entier, mais comme c'est une si grande bataille, Noamant les a tous rappelés pour y participer. Touya est stupéfait car il n'aurait jamais imaginé voir autant de talents historiques au même endroit, mais il semble que les membres qui ont été rappelés ne veuillent pas vraiment être ici. Des gens comme Charles Darwin pensent que les revenants maléfiques sont voués à la destruction par leur nature, donc il aurait été préférable de les éliminer individuellement plutôt que d'avoir une bataille générale, et Bobby Fischer est d'accord avec Schrödinger. Touya ne sait pas grand-chose sur ces personnes, mais il peut voir qu'elles ne semblent pas être le genre de personnes qui travaillent bien en équipe. Cependant, cela lui convient parfaitement car il se moque de gagner ou de perdre, tout ce qu'il veut, c'est voler autant de talents que possible dans le chaos. Une fois que tout le monde s'est calmé, Noamant les informe tous du plan, et en gros, ils doivent tous attaquer selon 3 chemins prédéterminés, donc Touya essaie de décider quelle route il devrait choisir pour maximiser sa chasse au talent. Mais juste à ce moment-là, Phonosaka annonce qu'il aimerait faire équipe avec Touya et Fabre pour emprunter le chemin de la Terre, et cela compromet sérieusement le plan de Touya car il ne peut voler aucune compétence sans se faire prendre s'il a des coéquipiers à proximité. Il demande à Phonosaka pourquoi il veut faire équipe avec quelqu'un comme lui, et Phonosaka dit simplement qu'il s'est récemment intéressé à Touya. Touya ne trouve rien à dire pour se sortir de cette situation sans paraître suspect. Alors que la mission s'apprête à commencer, ils se rassemblent devant la porte principale et Noamant avertit tout le monde de faire attention car ils vont faire face à certains des pires méchants de toute l'histoire. Eto et Jubei sont choisis pour mener la charge, et alors qu'Eto passe devant Touya, qui panique toujours à l'idée d'être jumelée, elle lui dit qu'elle sera beaucoup plus forte au moment où il atteindra les portes du château, qu'il n'aura d'autre choix que d'essayer de lui voler quelque chose. Après cela, Jubei et Eto défoncent la porte principale et se précipitent à l'intérieur, il est donc temps pour le reste de l'équipe de rejoindre l'action également. Les sœurs Wright volent toutes deux dans les airs et portent l'un des satellites de Noamant afin qu'elle puisse commencer ses calculs, et pendant qu'elle fait cela, les équipes pénètrent dans l'enceinte. Alors que Touya court avec Phonosaka, Phonosaka peut voir qu'il semble contrarié par quelque chose, alors il suppose que Touya doit s'inquiéter pour Eto. Après tout, ces deux-là semblent assez proches, il est donc naturel de supposer qu'ils forment un couple. Touya est un peu pris au dépourvu par ce que Phonosaka vient de dire, mais il précise qu'il n'y a rien de spécial entre lui et Eto. Cependant, à ce propos, il s'est demandé s'il se passait quelque chose entre Phonosaka et Nightingale car les choses deviennent vraiment inconvenantes quand ils sont ensemble. Mais avant que Phonosaka ne puisse même répondre, Touya réalise qu'il a fait une erreur fatale, alors il retire rapidement sa question. Jusqu'à présent, il a pris un soin particulier à ne pas s'impliquer dans la vie personnelle des membres de la forêt des grands car il ne voudrait pas s'attacher à eux et hésiter au moment de voler leur talent, mais il a failli glisser. Un instant plus tard, une main géante sort de la forêt et tente d'attraper Touya, mais Phonosaka le tire hors de danger à temps. Cependant, bien qu'ils soient en sécurité pour l'instant, ils vont quand même devoir combattre ce groupe, et l'étrangleur semble être problématique à gérer. Les autres revenants semblent également faire face à des défis similaires, mais Noamant n'est pas vraiment inquiète car elle est sûre qu'ils peuvent tous les gérer. Schrödinger est opposé au revenant Bill le tueur, un tireur d'élite du Far West, et il parvient facilement à tirer dans la tête de Schrödinger pour l'achever. Cependant, un instant plus tard, Schrödinger apparaît juste derrière lui, et Bill ne comprend pas ce qui se passe car il est sûr d'avoir tiré sur Schrödinger il y a un instant. Schrödinger le confirme également, mais par la nature de sa capacité, même s'il a reçu une balle dans la tête, il existait un univers alternatif où ce n'était pas le cas, donc il est simplement passé dans celui-ci, à la place. Son pouvoir lui permet de manipuler la probabilité de tout résultat. Par exemple, même s'il n'est pas particulièrement bon pour viser avec un pistolet,
Il peut choisir une réalité où il parvient à faire un parfait tir dans la tête par pure chance, et quand il fait cela, il ne peut essentiellement jamais manquer. Quant à Darwin, il est opposé au rouge éventreur, un revenant dont les griffes peuvent trancher n'importe quoi, mais l'éventreur n'est pas le seul à posséder des griffes car la capacité de Darwin lui permet de faire évoluer tous les traits ou caractéristiques nécessaires pour gagner un combat, donc battre l'éventreur ne sera pas un défi pour lui. Et de même, Bobby Fischer et les autres ne luttent pas non plus, mais Eto commence à être agacé car Jubei ne cesse de lui voler tous les adversaires puissants avant qu'elle n'ait la chance de se battre. Cependant, Touya et Phonosaka n'ont pas la tâche aussi facile que les autres car l'étrangleur est trop coriace pour qu'ils puissent le battre seul. Juste alors, Phonosaka dit à Touya de continuer à avancer et de le laisser derrière, ce qui surprend assez Touya, mais Phonosaka dit que tout ce qui compte, c'est qu'il gagne la bataille dans l'ensemble. Il sort alors son pistolet et commence à tirer sur les spires avant de lancer une grenade sur l'étrangleur, mais la grenade ne fait pas grand-chose car l'étrangleur encaisse l'explosion et se dirige droit vers Phonosaka. Cependant, à la dernière seconde, Touya intervient pour le sauver et il s'apprête à activer son pouvoir, mais juste à ce moment-là, l'étrangleur tombe raide mort sur place. Touya ne comprend pas ce qui vient de se passer, alors Phonosaka explique que c'est l'œuvre de Fabre, le revenant au talent de furtivité, et comme il est capable de bloquer toute perception de ses mouvements, il a pu injecter à l'étrangleur une dose mortelle de poison pour le tuer. Dès que Touya entend cela, il se dit à quel point ce serait génial s'il pouvait voler ce talent pour lui-même, mais il devrait trouver un moyen de surprendre un détenteur de talent invisible. En même temps, Phonosaka appelle Nohaman et lui demande si elle est sûre de vouloir qu'il surveille Touya car Touya lui semble plutôt digne de confiance jusqu'à présent, mais elle se méfie de lui depuis un moment car il semble trop intéressé par les talents des autres et il éteint souvent son téléphone pour échapper à sa surveillance, donc elle pense qu'il pourrait travailler pour Xiang Yu. Pendant ce temps, dans la tour de l'horloge, l'un des subordonnés de Xiang Yu, un tireur d'élite, est posté et se prépare à éliminer les frères Wright pour faire tomber le satellite de Nohaman, mais Nohaman avait déjà anticipé et posté un tireur d'élite à elle à un endroit différent pour éliminer le tireur d'élite de Xiang Yu. Cependant, elle n'avait pas prévu que Xiang Yu avait déjà préparé un second tireur d'élite à un endroit différent, donc les jumeaux reçoivent une balle dans la tête et Nohaman regarde avec horreur deux de ses compagnons connaître une fin atroce. Et la situation ne fait que commencer car Xiang Yu a toujours ses 5 généraux en embuscade pour anéantir la forêt des grands. Pendant ce temps, du côté de Touya, Phonosaka réalise qu'il vient de perdre le contact avec Nohaman, et pendant qu'il est distrait, 2 attaquants tentent de le mettre hors d'état de nuire. Cependant, Touya intervient et utilise le pouvoir de Vlad pour les arrêter, mais Phonosaka reconnaît le pouvoir comme étant l'une des capacités des revenants maléfiques, ce qui le pousse à soupçonner que Touya est vraiment un espion.